Il est 19h50, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce lundi. À la une ce soir, cahier d'un retour au pays natal, ainsi pourrait-on intituler l'arrivée de Francis Ngannou cet après-midi au Cameroun. Le champion du monde de MMA accueilli en héros à Douala. Après son sacre il y a un mois, nous vous ferons revivre l'arrivée triomphale de l'athlète camerounais, à suivre également ses premiers mots dans cette édition. À la une également ce soir, guerre ouverte entre le maire de la ville de Yaoundé et la mairie de Yaoundé 7. Les deux entités s'étripent autour de certains chantiers dans la capitale. La destruction sans préavis d'un de ces chantiers par le maire de la ville a suscité le courroux de la commune de Yaoundé 7. Elle exige réparation. Ces chiffres dans l'actualité ce soir, plus de 1200 personnes meurent chaque année dans des accidents de circulation au Cameroun. Ces hécatombes laissent sur le carreau plus de 6000 blessés issus d'au moins 5000 accidents par an. Des chiffres parfois dus à l'irresponsabilité des usagers. La gendarmerie nationale veut infléchir la courbe macabre. Quels sont les prérequis pour prendre le vaccin contre le coronavirus? La question se pose de plus en plus avec l'imminence du lancement de la campagne nationale de vaccination au Cameroun. La réticence observée chez certains aujourd'hui semble due beaucoup plus à l'ignorance autour des effets de la vaccination. Et puis à la une également ce soir au Tchad, Albert Pahimi Badpadake, nommé Premier ministre par le Conseil militaire de transition. Il aura la lourde charge de porter avec le Conseil militaire de transition les défis d'après-débit. Cependant, à Garoua, au Cameroun, les Tchadiens rendent hommage à l'ex-président Idriss Déby Itno. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, le champion du monde est enfin de retour sur la terre de ses ancêtres. Un mois après sa victoire au championnat du monde UFC, Francis Ngannou est arrivé par l'aéroport international de Douala. Cet après-midi, il a été reçu par le gouverneur de la région du littoral. La ville de Douala qui l'a accueilli lui a également rendu un hommage à la hauteur de ses coups de poing face à Stipe Miocic il y a un mois maintenant. Marc Chameau et Thierry Nana étaient de la caravane. Cahier d'un retour au pays natal. C'est ainsi que l'on peut résumer cette folle journée de Francis Ngannou de retour au Bercail en ce lundi 26 avril 2021. Un mois après son sacre face à Stipe Miocic aux États-Unis, le champion du monde de MMA est reçu en héros dans les rues de Douala. Mais ceci n'est que l'aboutissement d'une journée chargée qui a démarré à Paris. Aéroport Roissy-Charles de Gaulle ce lundi matin, Francis Ngannou et les siens embarquent à bord du jet spécial de l'UFC, direction le Cameroun. Contrairement à il y a 3 ans, c'est ceinture à l'épaule qu'il foule le tarmac de l'aéroport international de Douala. Un précieux sésame qu'il a le bonheur de remettre aux représentants du chef de l'État dans la région du littoral. Il était le bon ton étant parti à la bataille au-delà des océans et qui reviennent avec le trophée le plus élevé dans sa discipline. Je disais qu'il était de bon ton que la ville de Douala, qui a connu son ascension, soit ainsi au rendez-vous de ce résultat, au rendez-vous de cette étoile brillante. Champion du monde ou pas, Ngannou est resté le même. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui devant vous, devant les Camerounais. Ça fait un mois que j'attends impatiemment ce meeting et finalement c'est arrivé. Ça fait chaud au cœur de voir la population qui est là. Tout le monde s'est mobilisé pour cet événement, pour la mener à la maison. Et je voudrais vous remercier du fond du cœur pour le soutien que vous m'accordez, parce que c'est ce soutien-là qui m'a permis de venir au bout jusqu'ici. Il y a 3 ans,
j'ai échoué ma mission et aux autres collègues qu'il fallait amener ces ceintures à la maison. C'est avec un immense sourire qu'il présente sa ceinture de champion du monde à tous les Camerounais, en attendant peut-être de le faire devant le premier sportif camerounais. The Predator is back et sa célébration ne fait que commencer. Welcome back. Le maire de la ville de Yaoundé à nouveau dans un tiraillement de terrain, cette fois-ci avec le maire de Yaoundé 7e. La destruction sans préavis de plusieurs boutiques au quartier Colbison par Messi à Tangana serait au centre de cette discorde. Yaoundé 7e dénonce cette démarche et exige réparation. Daniel Anissemboudier et Constant Kamga. Voici la pompe de discorde. Ce terrain au carrefour Colbison dans l'arrondissement de Yaoundé 7e, où était en cours d'achèvement la construction d'une cinquantaine de magasins par le maire. Le chantier aurait été démoli jeudi dernier par le super-maire de la ville de Yaoundé, sans motif ni préavis, d'après les explications hors caméra de l'autorité municipale de Yaoundé 7. Le plaignant dit avoir notifié le maire de la ville quelques mois plus tôt de l'aménagement par ses soins d'un espace commercial sur ce site. Luc Messi à Tangana aurait alors envoyé ce dernier chez le ministre des Domaines, déclarant que ceci ne relève pas de sa compétence. La destruction jeudi dernier de ces boutiques a ainsi provoqué le courroux du maire Augustin Tamba, qui dit ne pas savoir de quel droit le super-maire vient détruire sur son territoire. Rendu à la mairie de la ville pour mieux comprendre l'affaire, nos sollicitations et tentatives de rencontrer le patron sont déclarées non grata. Nous apprenons tout de même que le préfet d'Umfundi descend sur le site ce mardi pour constat. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à des clashs entre maires de ville et maires d'arrondissement. Des cas similaires ont eu lieu récemment dans les communes de Yaoundé 2e, 3e et 6e. En attendant l'arbitrage du chef de terre, cet autre match entre Augustin Tamba et Luc Messi à Tangana promet beaucoup de spectacles. Le palmarès des établissements scolaires de l'enseignement secondaire au baccalauréat est connu. C'est par une approche toute particulière que l'Office du baccalauréat du Cameroun a procédé à la proclamation de ce classement. En raison du Covid-19, le classement par mérite a été mis à la touche et l'OBC a opté pour un classement par enseignement. Malgré cela, le collège Jean Tabimanga garde la tête de ce classement. Voyons cela avec Junior Ossin. Les meilleurs établissements scolaires au baccalauréat 2020 au Cameroun sont connus. Et comme cela est une tradition, c'est le collège Jean Tabi de Yaoundé qui trône sur le royaume. Dans le classement officiel rendu public par l'Office du baccalauréat du Cameroun, le coronavirus s'y est mêlé. Avec son impact sur le déroulement des cours, l'OBC a opté pour un classement par enseignement, abandonnant l'ancienne méthode de classement qui consistait à répertorier par ordre de mérite et dans un classement unique tous les établissements scolaires ayant participé à l'examen officiel du baccalauréat en toutes spécialités confondues. Ainsi, par ordre d'enseignement qui se structure en 6 catégories, le collège Jean Tabi de Yaoundé occupe la première place avec 97% de taux de réussite dans la catégorie établissement privé confessionnel de l'enseignement secondaire général. Le CIPISIAC de Koutaba arrive en dernière position. Dans l'enseignement secondaire technique, le collège Liberman de Douala est en tête avec 98,70% de taux de réussite, très loin du dernier, qu'est le collège Renaissance de Tchang. Dans la catégorie collège privé laïque de l'enseignement secondaire général, le collège La Conquête de Douala est en tête. Et en technique du même domaine, on a l'Institut agricole d'Obala, numéro 1, avec 82,96%. Le lycée bilingue de Bepanda à Douala occupe la première place dans l'enseignement général public avec 79,84% de taux de réussite. Et le lycée d'Oulako, dans l'extrême nord, occupe la dernière place. Tout comme le lycée technique de Gomapobi, dans la région du centre, qui a terminé dernier du classement des établissements publics de l'enseignement secondaire technique et professionnel, dominé par le lycée technique professionnel et agricole de Yabassi, du littoral, avec 88,04% de taux de réussite.
Eh bien, je précise avec vous, Junior, que c'est bien le collège Jean Tabi qui garde la tête de ce classement. Comment valoriser cependant l'expérience acquise, traduite en compétences et la transformer en diplôme? La VAE, entendez, valorisation des acquis d'expérience, vient répondre à cette interrogation. Dans les prochains jours, le Cameroun sera doté d'une quarantaine de futurs conseillers prêts à l'emploi. Cette toute première cuvée prend part depuis ce lundi à Yaoundé, comme vous le voyez ici en image, au 3e atelier de mise en œuvre du dispositif de VAE au Cameroun. Prétexte bien trouvé pour questionner la mise en œuvre de ce système, dans notre pays. Delphine Fonkouténé et Serge Alonziebo pour d'amples informations. On le dit trivialement, impossible n'est pas camerounais. Cette phrase à elle seule ressasse la force de l'expérience du peuple du 237, doué de connaissances et de compétences, parfois sans être allé à l'école. Notre pays est lancé dans la valorisation de ses acquis d'expérience. Si l'ambassadeur itinérant Roger Mila devient un professeur de sport demain, est-ce qu'il y en a qui vont contester ses compétences, son expérience dans le domaine du football? Non. Non. La VAE, valorisation des acquis d'expérience, est un droit individuel ouvert à tous, sans condition de statut, de niveau, de formation, d'âge ou de qualification. Elle vise à faire valoir l'expérience acquise et la traduire en documents. Il y en a qui n'ont pas l'expérience que les docteurs ont, et dont ceux-là ont le droit de recevoir des titres académiques. Leurs compétences doivent être reconnues. Après la certification, la formation initiale en continu et l'apprentissage, la valorisation des acquis d'expérience est la 4e voie de formation dont dispose le Cameroun. Soutenu techniquement dans ce processus de modernisation de l'enseignement supérieur par l'Agence universitaire de la francophonie. L'idée, c'est qu'on se place dans la perspective d'un apprentissage tout au long de la vie et que cet apprentissage ne se fait pas qu'à l'université. Il se fait aussi dans le monde du travail, dans les expériences personnelles qui, elles, peuvent être validées et ensuite compter comme une formation universitaire. 2 experts sénégalais conviés pour donner à cette quarantaine de futurs conseillers VAE des outils nécessaires pour la mise en œuvre de ce dispositif au Cameroun. D'ici peu, on aura par exemple des professeurs de buzz ou de scoop, à condition que ces pratiques coïncident avec les normes universitaires ou professionnelles. Plus de 5000 accidents de la circulation sont enregistrés chaque année sur les routes camerounaises. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, nos routes sont parmi les plus meurtrières d'Afrique. La gendarmerie nationale voudrait réduire l'incivisme des usagers à travers une sortie ce week-end sur l'axe Edea-Douala. Le constat fait présente des actes d'irresponsabilité des usagers, des passagers et conducteurs sans masque de protection contre le Covid-19, des véhicules sans pièces exigibles couplés au trafic d'influence sur le trajet. Samuel Baïha et Stéphane Bidalk. Sur l'axe routier Douala-Edea, la gendarmerie nationale offrant contre l'incivisme. On est mari et femme. Si on avait une tierce personne, on se serait mis le masque. Mais on est 2 dans la voiture et c'est un couple. Si on sort, on met... Seulement le détail là n'a pas été prescrit lors des mesures gouvernementales. Respectez-les tout bêtement. C'est un contrôle de routine pour sensibiliser davantage les automobilistes et passagers. Hélas, pas toujours d'un ton amical. C'est pas possible. Arrêtez ça. Tu vas faire quoi? Toi, tu vas faire quoi? Plusieurs personnes dans les véhicules n'arborent pas de cache-nez. Cette dame, par exemple, pendant quelques minutes, tient tête aux gendarmes qui lui demandent de mettre son masque. On va les cacher ici. C'est finalement dans une valise que son cache-nez est retiré. Coopérative plus tard. Je trouve la sensibilisation de la gendarmerie très importante déjà parce qu'on a des chauffeurs qui roulent très mal et je pense que ça pourrait les effrayer ou bien les amener à être disciplinés. Les gendarmes dans cet exercice font face à un trafic d'influence. Le dossier de ce véhicule est une illustration. Sur chaque pièce est greffée une carte de visite d'une personnalité. Cependant, le gendarme reste instructeur. L'opération en cours n'est pas une opération nouvelle. C'est dans les missions
de la gendarmerie et nous avons déjà commencé le week-end en désobstruant la voie. Les routes camerounaises inscrites parmi les plus meurtrières d'Afrique. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, notre pays enregistrerait 16 583 accidents par an pour 1500 décès. Et puisqu'on parlait de Covid tout à l'heure, depuis le 12 avril 2021, le Cameroun vaccine contre le coronavirus, une campagne lancée par le ministère de la Santé publique après réception de plus de 2000 doses du vaccin chinois Sinopharm et plus de 391 000 doses du vaccin AstraZeneca de la facilité COVAX, des vaccins acheminés sur toute l'étendue du territoire national pour le lancement prévu ce 26 avril de la campagne de vaccination de masse prioritairement destinée aux groupes cibles. Au moment où s'effectue ce lancement, ils sont nombreux les Camerounais qui continuent de se poser de nombreuses questions et qui s'interrogent sur ce qu'il faut savoir avant de se faire administrer le vaccin. Karel Mezatia-Choya et Luc Vondor ont rencontré des experts à la matière ce jour pour nous. Le pays administre déjà les près de 600 000 doses de Sinopharm et AstraZeneca disponibles. Cette autre mesure barrière vient renforcer les défenses immunitaires. Mais avant de se présenter dans l'un des 191 centres de santé accrédités pour recevoir le vaccin, il faut s'assurer d'un ensemble de précautions. Il est préférable, si vous avez des symptômes, de vous réserver, de vous faire vacciner. Allez dans une formation sanitaire. Probablement, on va vous proposer de faire un test Covid-19. Finissez de vous soigner et à ce moment-là, quand vous vous sentez parfaitement bien, vous pouvez donc vous rendre dans la formation sanitaire pour solliciter le vaccin. Il n'est donc pas recommandé aux personnes qui présentent des symptômes de la pandémie de candidater au risque de dégrader davantage leur état de santé. Le risque, c'est de confondre les effets de la maladie. Si vous avez un palu, par exemple, que vous n'avez pas soigné, vous vous sentez un peu fébrile, vous allez prendre un vaccin, le palu va évoluer, on va simplement retenir que si vous êtes malade, si vous êtes hospitalisé, c'est parce que vous vous êtes fait vacciner. Alors que vous saviez au départ que ça n'allait déjà pas bien et vous êtes allé prendre le vaccin. Se faire injecter pour se prémunir de la maladie, c'est bien. Mais écarter tous les risques, c'est encore mieux. Si nous ne respectons pas les mesures barrières, le renforcement des défenses immunitaires sera dépassé. Ce rappel nous interpelle tous au respect des gestes anti-Covid-19 édictés par le gouvernement dans sa stratégie de riposte. Vacciné ou pas, le port du masque demeure obligatoire, tout comme le lavage systématique des mains avec de l'eau propre coulante au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique, pour dire le moins. À ceci vient se greffer le vaccin. Si nous protégeons nos populations, on va faire une rupture de la transmission personne à personne de cette maladie qui n'est plus au niveau des hôpitaux, c'est dans la communauté. C'est uniquement en adoptant cette prescription que l'on pourra se débarrasser une bonne fois pour toutes du tueur silencieux, coronavirus. 6 jours avant la célébration de la 135e édition de la Fête internationale du travail, une célébration qui une fois encore aura un goût amer à cause de la situation sanitaire plombée par le Covid-19. Certains ont juste prévu le strict minimum. Reportage Alain Ghislain Kanga et Serge Alanziebo. Dans ce concert de machines, des employés au four et au moulin. Dans cette imprimerie, on s'active à satisfaire ses partenaires. Objectif, livrer à temps leurs commandes pour la Journée internationale du travail, célébrée le 1er mai prochain. Mais tout de même, le patron de cette entreprise n'a pas oublié ses employés pour cette occasion. Nous préparons à la fin de la semaine, le jour de la fête du travail, un petit repas entre collègues. Question d'échanger, de partager des bons moments avec les uns et les autres. Se projeter à partir d'une séance vérité. Tout le personnel, par ses idées, doit contribuer à développer l'entreprise. Il y a un moment où chaque personne devra donner son avis, dire ce qu'il pense de l'entreprise, afin de nous permettre d'avoir des meilleures perspectives et de bonnes visées. Ici, par contre, l'ambiance est beaucoup plus studieuse. L'heure est au développement des stratégies. On se projette plus vers les prochaines échéances sportives que va abriter le Cameroun que la fête internationale du travail. Nous n'avons pas tellement l'âme à la fête. Nous allons à la conquête de la CAN. La CAN ne nous a pas beaucoup souri parce que nous avons eu à peine une dizaine de clients. Bon, nous n'étions pas sur la liste officielle. Mais nous allons nous battre pour faire partie des hôtels qui vont accueillir les personnes pendant la CAN 2022. Donc c'est maintenant, c'est dans 6 mois et c'est maintenant que nous sommes en train d'y travailler.
Travailler dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19. Une maladie qui perturbe l'économie mondiale depuis 2 ans déjà et prive les travailleurs, une nouvelle fois, de leur traditionnelle parade au boulevard du 20 mai. Un incendie a interrompu le paisible après-midi des populations du quartier Elf Aéroport dans le 3e arrondissement de Douala cet après-midi. Une réserve non conventionnelle de produits d'hydrocarbures dans une maison à matériaux provisoires a donc explosé à l'origine des flammes justement. Ces flammes qui ont ravagé plusieurs maisons et mototaxis comme vous pouvez voir ici en image. Des dégâts sont incommensurables. Le récit de Marc Chamon et Thierry Nana. Des maisons qui partent en fumée, des propriétaires sauvant ce qui peut l'être entre pleurs et stupéfaction. C'est le triste décor dessiné par les flammes ce lundi après-midi à Douala. Les habitants du quartier Elf, Axelour, sont pris de court par un incendie d'une rare violence. En attendant l'arrivée des pompiers, les jeunes du quartier créent une bouche incendie provisoire pour atténuer la catastrophe. Tout serait parti d'un entrepôt de carburant Frelati à matériaux provisoires. Il y a une maison là derrière où on stocke le carburant souvent dedans. J'étais de l'autre côté, je vois seulement le feu monter. On me dit que c'est de cette maison que sort le feu. C'est tout ce que je sais. Je suis sorti comme vous me voyez nu. Je ne sais pas ce qui se passe. Et ça ne fait pas quelque chose. Je suis passé de là, je me suis exprimé en disant que, exclamé, en disant, mais comment on peut stocker du carburant comme ça? S'il y a feu ici, ça va prendre tout le monde. Et 2 jours après, c'est ça qui se réalise. La personne avec qui m'a dit, reste tranquille, j'ai trop parlé de cette histoire de carburant. Et on m'a dit que c'est le commerce. J'ai dit, bon, laissons les gens faire le commerce, mais les conséquences seront énormes ici. Et voilà ça aujourd'hui. Ils ont fait comprendre que les gars fuyaient les policiers pour cacher du carburant chez elles. Et c'est là où on ne sait pas ce qui a causé le feu. Et on n'a pas pu arrêter le feu, puisque c'était dans une maison en carabote aussi. Les flammes ravagent tout. Cette femme n'a que ses yeux pour pleurer. Moi, mon fondateur qui voit loin là-bas, il ne sait même pas. Me voici, je dormais, j'ai seulement compris que sauve-moi ou ma maison est en train de se brûler. Que la semaine passée, j'ai bien dit que le gars, c'est qui vend le carburant, c'est là. Comme il fait souvent comme sa tête disjonctée là. Il risque de brûler la maison un jour. Pendant que certains se battent à aider les pompiers à en finir avec les flammes, un bon samaritain a cru bon de protéger les bouteilles de gaz des voisins à l'insu de tous. Il est attrapé lors du transport de la 3e bouteille. Nul ne sait ce que les flammes des victimes en colère cette fois lui réservent. À Kribi, un fait qui défraie la chronique depuis quelques jours. Ramza, 3 ans, a été retrouvé mort et coincé dans un véhicule stationné dans un garage au quartier Newtown à Kribi. Son compagnon Ibrahim, 4 ans à part. On ne sait quel miracle a eu la vie sauve, mais retrouvé dans un état qui pousse à l'interrogation. Rappelons que les 2 enfants avaient disparu depuis 10 heures du matin. Dans cette confusion à Kribi, la vie des enfants est-elle menacée? Samuel Paya et Moussa Takou nous apportent des éléments de réponse. À 3 ans d'âge, la vie de Razak a été écourtée. Dans un garage au quartier Newtown à Kribi, son corps raide est reposé avec intelligence dans la banquette arrière du véhicule, immatriculé CE 902GI. La nature a été clémente envers son compagnon Ibrahim, 4 ans. Il est retrouvé vivant. Les 2 gamins étaient recherchés depuis leur disparition mardi dernier à 10 heures du matin. Depuis 10 heures. Voilà un seul enfant qu'on est déjà venu trouver raide mort. Les badauds scrutent la voiture, le regard interrogateur. Ibrahim, 4 ans, torse nu, la mine évasive, semble être encore effrayé. Son père, la voix tremblante, est dans un état second. On ne sait même pas quoi dire. Il est mouillé avec l'eau, avec le sable. C'est lui. Quelqu'un l'a tapé. On l'a trouvé où? Voilà. Ils ont disparu à 2 depuis 10 heures. Depuis 10 heures qu'on a été chercher les enfants. On a marché partout, allé à la plage, rien. C'est maintenant qu'on l'appelle, on dit qu'il y a un corps ici dedans. Celui qui vit, c'est mon enfant. On l'a bien tapé. La ville de Kribi, depuis un certain temps, brille par des faits d'armes. Les enfants seraient-ils à la merci des prédateurs qui lorgnent l'occasion pour sévir?
L'artiste Koti François est désormais auteur d'un livre qui s'intitule « On m'appelle Desto ». Le livre a été présenté il y a quelques heures au maire de la ville de Douala. Roger Mbassadine n'a pas manqué l'occasion de rendre hommage à celui qui a su s'imposer en tant qu'icône du Makossa, mais aussi comme un promoteur culturel de renom grâce à son événement Fomaric, reconnu d'ailleurs comme d'utilité publique par l'État du Cameroun. Le compte rendu de cette cérémonie de dédicace avec Junior Ossan et Marius Kosso. Des mains de son auteur, Roger Mbassadine, maire de la ville de Douala, reçoit ce jour l'ouvrage autobiographique de l'artiste camerounais Koti François. La Koti est un monument de notre culture. Pour paraphraser quelqu'un qui n'a pas 50 ans de carrière, qui veut. Il faut déjà le pouvoir. Et lui, il a pu le faire. Je crois qu'il est normal que la ville de Douala lui rende un hommage. On m'appelle Desto, autobiographie d'un auteur, compositeur, chanteur-interprète, producteur, entrepreneur et homme politique est le titre d'un livre historique qui retrace la carrière d'un monument de la musique camerounaise. C'est beaucoup de méchants. Nos parents l'ont écouté, et nous plus tard, puis nous avons aussi écouté. Donc on a assez de dans les fêtes et tout. Comprenez, c'est avec une grande émotion que j'ai acheté ce document, ce livre, qui a été dédicacé des mains même de l'auteur. Dans le souci de partager son histoire avec les siens, l'auteur Koti François est reçu ce lundi soir par le maire de la ville de Douala. À la salle Kotoko de la mairie de ville, se succède le public pour se faire dédicacer un ouvrage. Ça me fait vraiment un très grand plaisir de voir comment la ville de Douala, à travers son premier magistrat, m'accueille. Je suis vraiment impressionné. Le livre est accompagné d'un coffret audio-vidéo pour célébrer les 50 ans de carrière de cette icône du Makossa au Cameroun. À Garoua, les populations rendent hommage au président Idriss Déby du Tchad disparu. Les autorités de la région du Nord sont allées réconforter les Tchadiens de Garoua au consulat général du pays éponyme. Un livre de condoléances a été ouvert à l'occasion. Le reportage d'Aimé Moukouri et Aïssa Toubouba. La disparition brusque d'Idriss Déby Itno marque encore les esprits à Garoua. Dans le nord du Cameroun, le consulat général du Tchad a reçu la visite des autorités administratives de la région, en tête desquelles Jean Abaté Edi, venu apporter du réconfort aux frères et amis. Son Excellence Idriss Déby Itno, et à la suite de la compassion manifestée par le chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, il était important que nous puissions être ici dans le cadre des usages diplomatiques pour pouvoir présenter à la communauté tchadienne qui vit dans la région nos condoléances les plus sincères. Le message de solidarité et de réconfort apporté à cette communauté tchadienne fait suite à celui du chef de l'État. Un livre de condoléances a été ouvert pour permettre aux populations d'exprimer leur compassion vis-à-vis de ce peuple. Le Cameroun nous a témoigné vraiment sa sympathie, d'où le témoignage du gouverneur qui est venu nous voir aujourd'hui pour nous rassurer de ses amitiés. Les Tchadiens et les Camerounais, c'est le même peuple en fait. La terre du Tchad s'est refermée sur son président au courant de la semaine dernière, mais l'homme d'État reste présent dans les esprits. Vraiment, ce fut un grand homme. Il n'est pas mort parce qu'il reste toujours dans nos cœurs. Et maintenant, nous les regrettons vraiment. Il a bien fait pour le Tchad. Avec l'avènement de la démocratie au Tchad par Idriss Déby, non, le Tchad a vraiment eu la paix. Ce que là nous rassure le consul général, c'est le calme et la sérénité qui règnent au Tchad. La vie a repris son cours normal, mais le maréchal ne sombrera jamais dans l'oubli.
Et la suite de cette édition avec les dernières nouvelles du Tchad au lendemain des obsèques du président Idriss Déby Itno. La continuité s'impose par le Conseil militaire de transition présidé par Mahamat Idriss Déby Itno. Sur la table des affaires de l'État tchadien, les défis majeurs sont à traiter dans les brefs délais. Et cet après-midi, on apprenait la nomination d'Albert Pahimi Padaké, premier ministre nommé par le Conseil militaire de transition. Le premier ministre de ce gouvernement de transition a donc été nommé cet après-midi. Alors, il aura la lourde charge avec le Conseil militaire de transition d'organiser effectivement cette transition dans le pays avec de nombreux défis, des défis que nous présente notre correspondant sur place. Tchad, les défis majeurs du Conseil militaire de transition. Le Tchad d'Idriss Déby Itno est une page du contexte paix et sécurité au sein de la nation tchadienne et contrées voisines. Page qui se tourne comme dans un feuilleton télévisé. Hier, c'était le père, maréchal Idriss Déby Itno, réélu pour un 6e mandat, soldé en sa faveur à 79,32%. Aujourd'hui, c'est le fils du père, Idriss Déby Itno, préparé à la succession qui trouve sur la table des affaires de l'État tchadien la question urgente et permanente d'une stabilité nationale, sous-régionale et presque continentale. La rébellion venue de Libye le 11 avril 2021, jour du scrutin présidentiel, avait pour objectif d'atteindre N'Djamena, capitale du Tchad, ville la plus peuplée du pays de Toumaï. Cette rébellion, quoi qu'on dise, est un instrument de manipulation et de négociations apparentes. Pas besoin d'aller dans les données satellitaires en guise de contrôle et de jeu d'intérêt pour comprendre qui tire les ficelles dans ces jeux de rôle au sein d'une certaine géopolitique. Fort heureusement, le Tchad, déjà en synergie avec les pays voisins de la zone Afrique centrale, Sahel, lac Tchad pour l'essentiel, est conscient de ses atouts et lacunes. Rester focus sur la question paix et sécurité est l'une des priorités majeures pour l'actuel homme fort de N'Djamena. Paix et sécurité nationale et sous-régionale, ce sans quoi l'instabilité programmée au sein du Tchad et dans la sous-région fera acte de destruction des investissements infrastructurels, des rétrogradations, des limitations, de recommencement d'une Afrique déjà à la traîne au rendez-vous des nations. Mahamat Idriss Déby Itno n'est pas étranger à ces réalités que lui confiait son défunt père. Il est clair que les défis majeurs commencent par là. À présent, il n'est pas question pour le Conseil militaire de transition de négocier avec les rebelles déjà affaiblis et localisés au Niger. Paix et sécurité au Tchad et dans la sous-région demeure ainsi le maître mot pour la continuité dans les brefs délais. Une priorité majeure parmi tant d'autres. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité ce soir au nom de toute l'équipe de production de ce journal. Je vous dis merci d'avoir suivi. Passez une très belle soirée sur notre antenne et à demain, 19h50. Bonsoir.